La nouvelle venue de Buckingham Palace soudaine a paralysé le pays. Tout a commencé par une réunion d'urgence qui a duré moins de 20 minutes, mais dont l'issue allait redéfinir à jamais les contours de la monarchie britannique. Le roi Charles III est entré dans la pièce. Un dossier en cuir rouge, scellé à la main, a congédié tous les conseillers non essentiels et a signé un document que beaucoup pensaient qu'il n'aurait jamais le cœur d'autoriser. La reine Camilla était déchue de son titre de Altesse royale, avec effet immédiat. Il ne s'agissait pas d'un simple changement administratif, c'était une véritable condamnation publique. Le détail le plus choquant n'était pourtant pas la perte du titre en elle-même, mais le motif constitutionnel invoqué pour justifier le silence du roi. Avant même que le soleil ne se lève sur Londres, les plus hauts membres de la famille royale furent convoqués sans la moindre explication. Les rumeurs allaient bon train parmi le personnel certain, craignant que la santé du roi ne décline, tandis que d'autres soupçonnaient une menace pour la succession. Le prince William arriva silencieux et tendit les yeux rivés sur les lourdes portes en acajou de la salle du conseil. Lorsque Charles apparut enfin, il portait l'emblème de l'autorité souveraine. Il annonça que le titre d'Altesse royale serait retiré à Camilla par décret royal. La reine consort resta immobile, les doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil, tandis que son époux évitait son regard. William suivit du regard le mouvement de la plume sur la page, comprenant que son père dissimulait une crise bien plus profonde qu'une simple colère personnelle. Le décret était sans appel. Il ordonnait la suppression de ces 3 initiales de tous les documents officiels circulaires de la Cour-Note d'information et présentation cérémonielle. Pour le public, Son Altesse royale n'était qu'une formule de politesse, mais pour Camilla, c'était la preuve ultime qu'elle avait survécu à des décennies de rejet public. Pour Charles, c'était la promesse que leur mariage ne serait jamais une source d'embarras. Pour William, cependant, c'était devenu le symbole du passé douloureux de la monarchie. Dans ses appartements privés, Camilla, en consultant les cartons d'invitation fraîchement imprimés, remarqua l'espace vide devant son nom. Lorsqu'elle demanda s'il s'agissait d'une erreur, la femme de chambre admit que l'ordre venait directement du bureau du roi. La réalité de sa déchéance commença à s'imposer à elle comme un brouillard glacial. Le monarque comprit la blessure qu'il infligeait. En lui retirant son titre, il signifiait à la maisonnée et au pays que la place de Camilla à ses côtés était désormais limitée. William se retrouva tiraillé entre sa loyauté envers la mémoire de sa mère et la douleur de voir son père souffrir. Catherine, princesse de Galles, fit preuve de raison, avertissant William que la monarchie ne pouvait panser les vieilles blessures en créant de nouvelles. Elle exhorta l'héritier à dissocier justice constitutionnelle et humiliation personnelle. Charles finit par avouer à son fils que cette décision n'était pas une punition pour le passé, mais une protection contre l'avenir. Camilla avait récemment demandé l'accès à un dossier constitutionnel confidentiel relatif aux règles de l'autorité royale en cas d'incapacité du souverain. Il s'agissait d'une tentative d'accaparement du pouvoir exécutif que Charles ne pouvait tolérer. L'élément déclencheur de cette rupture s'est produit 3 nuits plus tôt lors d'une réunion d'information sur la succession au château de Windsor. Ce qui devait être un examen de routine des plans d'urgence s'est transformé en une lutte d'influence. Camilla avait interrompu la réunion pour demander une nouvelle clause lui permettant d'approuver les décisions importantes concernant la famille royale, si Charles devenait incapable de gouverner. Cela l'aurait fait passer d'un rôle de soutien
a un rôle de commandement constitutionnel direct. La réaction de Guillaume fut immédiate et glaciale. Il rappela à la reine que le pouvoir exécutif ne s'octroie pas par simple proximité affective. Camilla l'accusa d'utiliser un langage formel pour masquer son exclusion, mais le roi mit fin au débat. Lorsque Charles découvrit plus tard que Camilla avait secrètement chargé un secrétaire de rédiger la proposition malgré son refus, il comprit que le titre qu'il lui avait accordé pour la protéger servait désormais de fondement à son pouvoir. Charles convoqua Guillaume et ordonna le décret d'urgence. Aucun conseiller n'était présent lorsque le roi confronta enfin son épouse. Il déposa le document sur la table preuve qu'il était prêt à placer la couronne au-dessus de son amour personnel. Camilla lui demanda s'il protégeait de la monarchie ou s'il l'abandonnait pour assurer l'avenir de son fils. Charles répondit qu'il lui avait tout donné, dignité, sécurité et rang, mais qu'il ne pouvait lui accorder le droit de modifier l'ordre de succession. Il révéla qu'il était au courant de ces tentatives non autorisées pour obtenir le soutien d'autres fonctionnaires. La crainte d'être rejeté par la maison royale à la mort du roi avait poussé Camilla à agir, mais Charles ne pouvait pardonner ces méthodes. La loyauté envers l'institution exigeait finalement un sacrifice que Charles avait juré de ne jamais faire. La machine successorale s'était déjà mise en marche en faveur de Guillaume. Derrière la signature du roi se tenait une phalange de conseillers juridiques et constitutionnels qui comprenaient que la requête de Camilla avait brouillé la frontière entre la sphère privée et la sphère publique. Guillaume fut averti que ne pas rejeter le projet de Camilla serait perçu comme une acceptation tacite, exposant ainsi son autorité future à toute contestation. Charles lut le décret final dans son bureau, raillant un paragraphe qui aurait supprimé des privilèges cérémoniels supplémentaires. Il voulait contenir la menace non portée atteinte à la dignité de son épouse. Lorsque Guillaume rompit le silence, il déclara qu'il accepterait le décret, mais sans le célébrer, craignant que le public n'y voie une querelle familiale. Charles refusa de tergiverser. Il savait que toute hésitation légitimerait les prétentions de Camilla d'une manière qu'il ne pouvait se permettre de risquer. Les conséquences furent immédiates et discrètes. La correspondance fut réécrite et les réceptions prévues modifiées. Le personnel qui jadis s'adressait à la reine consort hésitait désormais, son comportement reflétant l'absence des 3 lettres qui attestaient son rang. Camilla se vit délogée d'une réception diplomatique afin d'éviter de divulguer prématurément le décret. Lorsque Charles chercha à s'entretenir en privé avec elle, elle refusa d'ouvrir sa porte, lui expliquant qu'une excuse privée ne pouvait effacer une destitution publique. William lui aussi en subissait les conséquences. Des rumeurs laissaient entendre qu'il avait orchestré la crise pour se faciliter la tâche. Catherine l'exhorta à faire preuve de compassion, mais William craignait qu'une approche trop hâtive envers Camilla ne soit perçue comme une victoire. Une note confidentielle confirma finalement que Camilla conserverait sa résidence et sa protection, mais que son nom serait retiré de toutes les consultations successorales futures. Camilla finit par demander une entrevue avec William à condition que personne d'autre ne soit présent. Entre eux se dressaient des décennies de chagrin et de ressentiment. William se présentait comme un fils marqué par l'absence de sa mère, tandis que Camilla se présentait comme une femme dont la place avait été profondément réduite. Elle confia que sa tentative de s'emparer du pouvoir était née d'une peur de l'abandon, d'une tentative de se protéger avant de devenir dépendante d'un foyer qui ne l'avait jamais pleinement acceptée. William admit avoir perçu sa demande comme une tentative de prise de pouvoir,
mais comprit désormais la crainte sous-jacente. Il maintint cependant que les limites constitutionnelles sont immuables. Il avait conseillé à son père de ne pas la dépouiller de sa dignité, cherchant à établir une limite plutôt qu'à se venger. Dans un geste de reddition, Camilla déchira en deux sa déclaration de contestation préparée, mettant ainsi fin à la bataille publique. Le lendemain matin, le décret était connu de tous. La suppression du titre d'Altesse royale devint un jugement national sur le mariage du roi et l'avenir de la couronne. La voiture de Camilla fut aperçue passant devant le palais sans son étendard, royale confirmation visuelle de son statut amoindri. Charles autorisa une déclaration confirmant que si ces titres étaient révisés, sa résidence et son mariage demeuraient inchangés. Les médias y virent dans la restriction la plus grave imposée à une épouse royale de mémoire récente. William demeura la cible de critiques qui l'accusèrent d'avoir forcé la main de son père, mais il garda un silence stoïque. Camilla prit alors une décision surprenante. Elle publia un communiqué acceptant le décret et affirmant que l'autorité future appartenait exclusivement au prince de Galles. Cet acte d'acceptation évita au roi une longue polémique. Le drame s'acheva par une cérémonie caritative où Charles et Camilla apparurent ensemble pour la première fois depuis le décret. Aucun style vestimentaire ne fut rétabli et l'ordre du roi demeura inchangé. Guillaume se tenait à quelques pas, témoin silencieux de cette nouvelle réalité. La monarchie avait survécu, car les trois protagonistes avaient accepté leurs limites. Charles demeurait un époux, Camilla une épouse et Guillaume l'héritier incontesté. Le roi avait dissocié son jugement personnel de son devoir constitutionnel, limitant l'autorité de Camilla sans pour autant renier leur union. Le décret n'était pas un acte de destruction, mais un acte de clarté, préservant le mariage de la corruption du pouvoir et l'héritier de l'incertitude. La monarchie en sortit blessée, mais intacte, le décret d'urgence servant de leçon historique sur les limites sacrées de la couronne. Une tension nouvelle et sourde régnait dans les couloirs du palais, tandis que le personnel s'adaptait à l'ordre du roi. Pour les huissiers, les habilleuses et les secrétaires, ce changement représentait bien plus qu'un simple changement de papeterie. Il bouleversait l'atmosphère même de la maisonnée. La réinitialisation de Windsor, comme on murmurait dans les rangs inférieurs, signifiait que l'influence que Camilla avait cultivée de longue date était systématiquement réduite. Dans les cuisines et les salles de courrier, on sentait que l'ère du pouvoir subtil de la reine consort s'était brutalement achevée de façon clinique. Charles, quant à lui, passait des heures dans sa bibliothèque à contempler les portraits de ses ancêtres, se demandant s'il avait fait assez pour protéger le trône pour Guillaume ou s'il n'avait fait qu'accélérer la transition déjà amorcée par la maladie. Le rôle de William en tant que superviseur de la maison royale durant toute période d'incapacité du roi était désormais officialisé. Le prince de Galles n'était donc plus seulement l'héritier présomptif. Il était le véritable représentant de la couronne doté d'une autorité supérieure à celle du prince Philippe. Les instances légales de succession ont clairement indiqué que c'était le seul moyen d'éviter l'apparition d'une zone grise constitutionnelle. La tentative de Camilla de s'immiscer dans cette structure a contraint le roi à agir, la réduisant de fait à un rôle purement cérémoniel. Les conversations privées entre le roi et l'héritier se firent plus fréquentes, axées sur les aspects complexes du pouvoir, budget, nomination et gestion de l'image publique de la famille, alors que le pays était sous le feu des projecteurs. L'office caritatif à la cathédrale constitua l'épreuve ultime de ce nouvel arrangement.
À l'arrivée des voitures royales, la presse guettait le moindre signe de tension. L'assurance de Camilla était impeccable. Elle se déplaçait avec la grâce maîtrisée de quelqu'un qui a passé des décennies sous le feu des projecteurs, mais l'absence de la présentation officielle, Son Altesse royale, créait un silence pesant qui l'accompagnait à chaque pas. Charles paraissait fatigué, mais résolu, sa main, effleurant brièvement le bras de Camilla dans un geste qui en disait long sur le communiqué du palais. Ils formaient toujours une équipe en privé, mais aux yeux de la loi et de l'État, le roi se tenait seul avec son héritière. William et Catherine suivirent sur leur présence, rappelant que l'avenir du nom de Windsor était assuré et clairement défini. Suite à cette décision, les conseillers constitutionnels ont constaté que le décret avait réglé une question qui persistait depuis le mariage de 2005. L'ambiguïté du rôle de Camilla, de princesse consort à reine consort, avait enfin été levée par une position constitutionnelle claire. La couronne avait privilégié la clarté de la succession aux sentiments liés au mariage. Pour le public, le choc initial fit place à un respect mêlé de réticence face à la décision du roi. Même ceux qui avaient soutenu Camilla pendant des années reconnurent que le devoir du monarque envers l'État devait toujours primer sur ses sentiments personnels. Le décret d'urgence fut classé aux archives témoignages permanents d'un moment où l'appareil monarchique ancestral s'était efforcé de se préserver des pressions de la peur et de l'ambition humaine. Camilla finit par se retirer à Highgrove pour un temps de réflexion, loin des regards indiscrets de la cour de Londres. Les jardins qu'elle avait cultivés pendant des années redevinrent son refuge, bien que le calme de la campagne ne lui offrât aucune échappatoire à la conscience de sa perte. Elle comprenait que son héritage serait désormais défini par cette acceptation, un sacrifice de pouvoir, permettant à l'institution de se maintenir. Charles lui rendit visite là loin des dossiers et des décrets où il pouvait simplement être un mari et une femme, face au crépuscule d'un long et complexe parcours. Le prince de Galles, quant à lui, prit place à la tête du conseil. Le poids du dossier en cuir rouge reposant désormais entre ses mains, tandis que la monarchie s'engageait dans une nouvelle ère rigoureusement définie. La colère du prince William face aux rumeurs concernant son implication ne s'apaisa que lorsqu'il constata de visu la détermination du roi. Il comprit que ce décret était le dernier legs de son père, un nouveau départ, libéré des conflits qui avaient miné la génération précédente. Le rôle de Catherine dans cette transition fut crucial. Elle devint le trait d'union entre les deux camps, organisant des dîners intimes au palais de Kensington, où les tensions purent s'apaiser peu à peu. Elle avait compris qu'une monarchie du XXIe siècle ne peut survivre par la seule force du pouvoir. Elle a besoin du pouvoir d'influence de l'unité familiale pour conserver la confiance du public. La reine consort, bien que privée de ses ambitions exécutives, trouva un respect nouveau dans son silence. Elle y avait frôlé le précipice constitutionnel et choisit de se retirer par amour pour l'homme qu'elle aimait. Le débat national se tourna alors vers la force de caractère du roi. Charles avait prouvé que même face à des problèmes de santé personnelle et à la fidélité conjugale, son premier serment était envers le peuple et la Constitution. La suppression du titre d'Altesse royale envoya un signal clair au monde entier. La monarchie britannique n'était pas une affaire de famille, mais une institution d'État dotée de règles s'appliquant même aux plus proches du trône. Les foules, d'abord divisées par cette nouvelle, finirent par comprendre la sagesse du choix du roi. Elles virent une monarchie
disposé à se réformer, à reconnaître ses limites et à privilégier l'avenir au présent. Le décret d'urgence, jadis source de terreur pour Camilla, devint le fondement de ses dernières années de règne, une période de sa vie marquée par une dignité discrète et inébranlable, que même ses plus farouches détracteurs ne pouvaient qu'admirer. La signature du roi sur le document avait été l'acte le plus difficile de son règne, mais aussi le plus nécessaire. C'était l'acte qui garantissait le trône pour les générations futures, assurant que les règles de la couronne primeraient toujours sur les émotions de ceux qui la portaient. Alors que les lumières s'éteignaient à Buckingham Palace, au terme d'une longue journée, le roi et son épouse étaient assis ensemble dans le calme de leur salon, un mari et une femme qui avaient survécu à la tempête. Le décret était archivé, l'étendard flottait sur le toit et l'avenir était assuré. Cette réunion de 21 minutes avait tout changé, mais elle avait aussi ramené la famille à l'essentiel. Le devoir envers la couronne est la vocation suprême et c'est dans ce devoir qu'ils avaient trouvé leur voie. La décision de déchoir le titre d'Altesse royale a été comparée par certains historiens aux lettres patentes de 1917 du roi George V, qui avait redéfini la famille royale en pleine période de bouleversements mondiaux. Charlet agissait dans la même tradition, éliminant le superflu pour préserver l'essence même de l'institution. La crainte d'abandon de Camille n'était pas sans fondement. Elle avait connu l'époque où le palais était un lieu de calcul froid, où ceux qui n'étaient plus utiles étaient mis à l'écart. Mais la promesse de protection de Guillaume montrait que la nouvelle ère serait différente. Il ne permettrait pas que la vengeance dicte la vie à la cour, mais il ne permettrait pas non plus que les règles de succession soient transgressées. Dans le calme de la nuit, le roi pensait souvent à sa mère, la défunte reine Élisabeth II. Elle avait toujours fait passer la couronne avant tout prenant des décisions qui blessaient souvent ses proches par souci de la pérennité de la monarchie. Charles avait enfin compris la solitude inhérente à cette position. Être roi, c'est être le garant ultime d'une confiance qui s'étend sur des siècles, une confiance que nul ne saurait compromettre. Camilla, à sa manière, avait elle aussi trouvé la paix intérieure face à cette décision. Elle avait toujours su que son chemin était atypique et la perte de son titre était le prix ultime à payer pour une vie passée au cœur d'une tempête historique. Elle arborait son titre simplifié comme un symbole de son engagement envers Charles, la preuve qu'elle n'avait pas besoin d'un titre pour connaître la place qu'elle occupait dans son cœur. Les responsables légaux de la succession restèrent vigilants, veillant à ce que chaque document et chaque enregistrement numérique soient mis à jour pour refléter la nouvelle réalité. Il ne devait y avoir aucune place pour la confusion. Le prince de Galles fut plus présent lors des cérémonies officielles, son autorité étant désormais incontestable, même pour les courtisans les plus traditionnalistes. La princesse de Galles, elle aussi, vit son influence croître, la famille se tournant vers elle pour obtenir des conseils sur le délicat équilibre entre vie publique et vie privée. Le service caritatif fut suivi d'une série d'événements où l'unité de la famille se manifesta, une unité née de l'honnêteté et non de la feinte. La monarchie avait affronté la vérité et en était ressortie plus forte. Lorsque l'histoire définitive de cette période sera écrite, cette réunion d'urgence de 21 minutes sera considérée comme le tournant de la maison de Windsor moderne. Ce fut l'instant où le roi devint un véritable souverain et le prince consort un véritable serviteur de l'institution. Le prince de Galles fut confirmé comme le futur dirigeant et la couronne fut préservée des dangers d'une famille divisée.
Charles Camilla et William avaient chacun traversé une crise constitutionnelle et en étaient ressortis avec une compréhension plus claire de leurs devoirs. Le décret d'urgence marquait la fin d'un vieux conflit et l'avènement d'une ère nouvelle et plus stable pour la monarchie britannique, témoignant du pouvoir durable de la couronne et de la famille qui la sert. Le changement subtil qui s'opérait au palais était surtout perceptible dans les moments de calme entre les obligations officielles. Au petit déjeuner, la conversation entre le roi et la reine consort n'était plus empreinte de sous-entendus ni de projets non autorisés. Ils parlèrent des petits-enfants, de l'état des jardins et des visites à venir. La disparition de la princesse avait d'une manière étrange simplifié leurs relations, supprimant le levier politique qui menaçait de les séparer. Charles ressentit un lien renouvelé avec son fils, leur défense commune de la Constitution, ayant forgé un lien qui transcendait les vieux griefs. William, quant à lui, se montrait plus disposé à écouter les conseils de Camilla sur les aspects plus humains de la vie royale, maintenant que ses ambitions politiques n'étaient plus une menace. La sagesse de Catherine, qui avait prôné la retenue, avait été la clé du succès de la transition. Elle avait compris comment le public réagirait à une démonstration de pouvoir institutionnel pur et dur et avait guidé la famille sur la voie de la dignité. La monarchie, à petit R, dont Guillaume avait parlé, était désormais une réalité, une institution plus légère et plus ciblée, consciente de son rôle dans une société en mutation. Les foules d'abord divisées par cette nouvelle finirent par reconnaître la sagesse du choix du roi. Elles virent une monarchie disposée à se réformer, à reconnaître ses limites et à privilégier l'avenir au présent. Le décret d'urgence, jadis source de terreur pour Camilla, devint le fondement de ses dernières années de règne, une période marquée par une dignité discrète et inébranlable que même ses plus farouches détracteurs ne pouvaient qu'admirer. La signature du roi sur ce document avait été l'acte le plus difficile de son règne, mais aussi le plus nécessaire. C'était l'acte qui garantissait le trône pour les générations futures, assurant que les règles de la couronne primeraient toujours sur les émotions de ceux qui la portaient. Alors que les lumières s'éteignaient à Buckingham Palace, au terme d'une longue journée, le roi et son épouse étaient assis ensemble dans le calme de leur salon, un mari et une femme qui avaient survécu à la tempête. Le décret était aux archives, l'étendard flottait sur le toit et l'avenir était assuré. La réunion changea tout, mais elle ramena la famille à l'unique vérité, le devoir envers la couronne est la vocation suprême. C'est dans ce devoir qu'ils trouvèrent leur voie. Nul besoin de titre pour prouver leur loyauté. Seul un engagement commun envers la stabilité du royaume qu'ils avaient tous deux servi toute leur vie dans l'ombre du trône leur suffisait.